La brume est arrivée sans prévenir, comme cela arrive dans ces Alpes capricieuses. Un rideau gris qui a dévoré le sentier, les pins, jusqu'au ciel lui-même. Étienne s'est arrêté devant moi, des gouttes d'eau se condensant sur sa barbe de 3 jours, et a prononcé les mots qui changeraient tout. Il y a un refuge à 20 minutes. Nous ne pouvons pas continuer avec cette visibilité. 20 minutes qui se sont transformées en 40 tandis que la brume s'épaississait, jusqu'à devenir tangible, humide contre mon visage échauffé. Ma respiration était lourde, non seulement à cause de l'altitude ou de l'effort des 4 dernières heures d'ascension, mais à cause de la conscience aiguë de son large dos se déplaçant devant moi, de la façon dont ses muscles se tendaient sous le t-shirt thermique trempé de sueur, chaque fois qu'il se retournait pour s'assurer que je suivais son rythme. Le refuge est apparu comme un fantôme dans la brume. Bois sombre et ancien, à moitié couvert de branches de pin, avec les fenêtres bouchées sauf pour des fissures laissant filtrer une lumière diffuse et grisâtre. Étienne a poussé la porte avec l'épaule et l'odeur nous a frappés immédiatement. Pin humide, humidité ancestrale, et quelque chose de plus primitif que je n'ai pas pu identifier jusqu'à ce que nous entrions et que je vois l'espace minuscule. À peine 6 mètres carrés avec un vieux lit de camp, un poêle en fer rouillé, et du bois empilé contre le mur. Ce n'est pas le Ritz, a-t-il dit avec cet humour sec qui avait émergé occasionnellement pendant la matinée, en enlevant son sac à dos. Ses mouvements étaient économiques, précis, comme si chaque geste avait été calculé pour ne pas gaspiller d'énergie. Je suis resté sur le seuil, sentant le froid de la brume dans mon dos et la chaleur résiduelle de l'effort physique sous mes vêtements. Technique neuf, trop impeccable, criant mon inexpérience dans ces montagnes qui étaient son foyer. « Je vais allumer un feu », a-t-il annoncé en s'agenouillant devant le poêle. J'ai observé ses mains pendant qu'elle travaillait, ces mains que j'avais dessinées mentalement toute la matinée. Mains grandes, tannées, avec des cicatrices argentées sur les jointures et des veines proéminentes qui se marquent quand il serrait les poings. Mains qui savaient exactement quoi faire, comment placer l'amadou, comment empiler le bois dans une structure parfaite qui brûlerait pendant des heures. Le feu a pris au 3e essai et la lumière orangée a transformé le refuge. Les ombres dansaient sur les murs de bois, sur son visage concentré, sur la mèche défaite de ses cheveux cuivrés qui avaient cédé à l'humidité de la brume. J'ai enlevé ma veste, puis mon bonnet, sentant mes propres cheveux collés au front par la sueur froide. « Tu devrais enlever ce t-shirt », a-t-il dit sans me regarder en attisant les flammes. « Il est trempé. Tu vas tomber malade. » Il avait raison, bien sûr. La logique était impeccable, pratique, alpiniste. Mais mes mains ont tremblé en attrapant le bord du tissu, et ce n'était pas à cause du froid. Je l'ai enlevé d'un mouvement et l'ai accroché à un clou rouillé qui dépassait du mur. L'air glacé a frappé ma peau nue et j'ai frissonné involontairement. C'est alors que je l'ai senti. Son regard. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai senti comme un poids physique parcourant mon dos exposé, mes omoplates, la courbe de ma colonne. Je me suis retourné et nos yeux se sont rencontrés pendant une seconde trop longue, avant qu'il ne détourne le regard, se concentrant intensément sur l'ajustement d'une bûche qui n'en avait pas besoin. « Toi aussi », ai-je dit, et ma voix a sonné plus rauque que je ne l'aurais voulu. « Tu es trempé. » Il a hésité, ce qui était inhabituel pour quelqu'un d'aussi déterminé. Puis il a hoché la tête et a enlevé son t-shirt en un mouvement fluide qui a révélé un torse sculpté par des années d'escalade. Ce n'était pas la musculature exagérée d'une salle de gym, mais quelque chose de plus fonctionnel, de plus réel. Chaque muscle avait un but, une histoire. Il y avait une longue cicatrice sur son côté, droit que je n'avais pas vu sur les photos de son site web professionnel. L'espace était trop petit. Tous les deux debout, à moitié nus, la distance entre nous était peut-être d'1 mètre. Je pouvais voir les gouttes d'eau glissant sur son cou, disparaissant dans la ligne de poils descendant de sa poitrine. Je pouvais sentir sa sueur mélangée à la fumée douce du bois brûlant, et quelque chose de plus, quelque chose qui était uniquement lui. La cicatrice de ton sourcil, ai-je dit soudain, besoin de briser le silence qui était devenu assourdissant. Comment te l'es-tu faite? Il a levé les yeux, surpris par la question. Ses yeux bleus glaciers m'ont étudié avec une intensité qu'il n'avait pas montrée auparavant, comme s'il décidait quelque chose d'important. Une chute, a-t-il répondu finalement. J'avais 19 ans, arrogant. J'ai cru que je pouvais escalader une voie sans m'assurer correctement. Ça a fait mal, comme l'enfer. Un sourire tordu est apparu sur son visage. Mais ça m'a enseigné le respect, pour la montagne, pour mes limites. J'ai fait un pas vers lui. Je ne l'avais pas planifié, mon corps s'est simplement déplacé. Puis-je? Il a compris sans que j'aie à expliquer. Il a hoché la tête une fois, à peine un mouvement. J'ai levé ma main droite,
celle qui avait tenu des milliers de crayons en dessinant des mains étrangères, et j'ai touché son visage. Mon index a tracé la ligne fine et pâle traversant son sourcil, sentant la texture légèrement irrégulière de la peau guérie. Sa respiration a changé. Elle est devenue plus profonde, plus lente. Je pouvais sentir la chaleur de son souffle contre mon poignet quand il a tourné légèrement la tête. Il n'a pas détourné son regard du mien. Ses yeux qui m'avaient perturbé depuis le premier moment où je l'avais vu dans le bureau de tourisme il y a 2 jours, quand j'avais réservé cette excursion de 3 jours qui semblait maintenant avoir été conçue par le destin pour nous amener exactement ici. Thomas, a-t-il dit mon nom comme une question, comme un avertissement, comme une supplication? Je ne suis pas sûr de laquelle. Ma autre main a trouvé sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Il battait à tout rompre, aussi vite que le mien. La peau était chaude sous ma paume, et j'ai senti quand il a dégluti, quand ses muscles se sont tendus sous mon toucher. « Étienne », ai-je répondu, sans savoir quoi dire d'autre, sans avoir de mots pour expliquer pourquoi ce moment se sentait comme quelque chose que j'avais attendu toute ma vie sans le savoir. Il a levé sa main, cette main que j'avais mémorisée en traits de graphite dans mon cahier noir secret, et l'a placée sur la mienne, la pressant plus fermement contre sa poitrine. Je pouvais sentir son cœur martelant contre nos paumes unies. « Sais-tu ce que tu fais » a-t-il demandé, sa voix à peine un murmure rauque. « Non » ai-je admis avec une honnêteté brutale. « Je n'en ai aucune idée. »« Bien » a-t-il dit, et il y avait quelque chose de sauvage dans son sourire maintenant. Quelque chose qui contrastait complètement avec le calme contrôlé qu'il avait montré toute la journée. Moi non plus. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, veuillez vous abonner à la chaîne. Cela m'aiderait énormément si vous laissiez dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Et quand vous aurez fini d'écouter toute l'histoire, donnez-lui une note de 0 à 10 et commentez ce qui vous a le plus plu. C'est vraiment important pour moi. Mais revenons au début, parce que cette histoire n'a pas commencé dans ce refuge avec la brume nous entourant comme un manteau d'intimité forcée. Elle a commencé 2 jours avant, à Paris, dans mon appartement minimaliste du 11e arrondissement, avec une invitation de mariage qui n'aurait pas dû m'affecter autant mais qui a détruit l'équilibre fragile que j'avais construit au cours des 6 derniers mois. Olivier se mariait. Mon ex de 7 ans, l'homme avec qui j'avais partagé un lit, des rêves, des peurs et toute une vie, se mariait avec une femme nommée Céline, dans exactement 2 semaines. L'invitation était élégante, coûteuse, avec des lettres dorées, sur du papier crème. Elle disait « Après un temps de recherche personnelle, nous avons trouvé notre vrai chemin, comme si les allaisons. 7 ans avec moi avaient été un détour, une erreur de jeunesse, une phase qui pouvait maintenant être commodément laissée derrière. J'ai tenu cette invitation pendant 1 heure entière, assis sur mon canapé en cuir italien, regardant la lumière de l'après-midi s'estomper sur les toits parisiens. Les mots se répétaient dans mon esprit comme un mantra cruel. Tout cela avait-il été un mensonge? Les petits déjeuners lents le dimanche, les discussions passionnées sur l'architecture et l'art, les nuits où nous restions éveillés, simplement en respirant le même air. Avait-il faim chaque baiser, chaque « je t'aime » murmuré contre mon cou dans l'obscurité? À 8 heures du soir, j'ai appelé ma meilleure amie, Sophie, et lui ai dit que j'avais besoin de partir, loin, là où Olivier ne pourrait pas me trouver, où les questions n'auraient pas à être répondues, où je pouvais prétendre être quelqu'un d'autre pendant quelques jours. Les Alpes, a-t-elle suggéré sans hésiter. Chamonix, air pur, montagnes qui te font te sentir insignifiant de la meilleure façon possible, et suffisamment d'efforts physiques pour que tu ne puisses penser à rien d'autre. J'ai réservé le voyage cette même nuit, un vol pour Genève, un transfert à Chamonix, et 3 jours d'excursion guidée dans les Alpes françaises avec un guide local. J'ai choisi l'option la plus difficile disponible, celle qui avertissait qu'elle requérait une excellente condition physique et une expérience préalable en montagne. Je n'avais ni l'une ni l'autre, mais à ce moment-là, cela m'était égal. Peut-être que la douleur physique étoufferait l'émotionnel. Peut-être que l'altitude dégagerait mon esprit. Peut-être que j'avais simplement besoin de me prouver que j'étais encore capable de faire quelque chose de difficile, de compléter quelque chose, de ne pas abandonner à mi-chemin comme Olivier l'avait apparemment fait avec nous. Je suis arrivé à Chamonix un mardi pluvieux. La ville était exactement comme je l'imaginais. Chalet en bois avec des géraniums aux fenêtres, magasins d'équipements de montagne à chaque coin de rue, groupe d'alpinistes bronzés parlant en une demi-douzaine de langues, pendant qu'ils étudiaient des cartes topographiques sur les terrasses des cafés. Je me suis senti complètement déplacé avec ma valise de designer et mes chaussures qui coûtèrent plus cher que tout l'équipement que portaient ces montagnards expérimentés. Le bureau de tourisme était petit, chaleureux,
sentait le café fraîchement fait. Une femme d'environ 60 ans au visage tanné par le soleil m'a accueilli avec un sourire aimable. « Monsieur Beaumont », a-t-elle dit en vérifiant son ordinateur. « Oui, le voici. 3 jours, itinéraire avancé Mont-Blanc. Votre guide sera Étienne Rousseau. C'est le meilleur que nous ayons. » Elle s'est penchée comme pour partager un secret. « Et le plus beau aussi, mais ce n'est qu'un bonus. » J'ai ri poliment, sans réel intérêt. L'idée d'une attraction physique me semblait lointaine, presque abstraite. Olivier m'avait laissé vide à cet égard, questionnant si j'avais jamais ressenti un vrai désir ou si tout avait été une construction mentale, une histoire que je m'étais racontée parce que c'était ce que je supposais devoir sentir. Puis la porte arrière s'est ouverte et il est entré. Étienne Rousseau était grand, aux épaules larges, avec des cheveux cuivrés attachés en un chignon défait et des yeux d'un bleu si clair qu'il semblait transparent sous la lumière fluorescente. Il portait une veste technique usée, un pantalon cargo avec des taches de boue sèche et des bottes de montagne qui avaient vu 1000 sentiers. Il y avait quelque chose dans la façon dont il se déplaçait, une économie de mouvement, une grâce naturelle qui contrastait avec sa taille. Il m'a regardé et quelque chose a changé dans son expression. C'était subtil, à peine une dilatation des pupilles, un léger durcissement de sa mâchoire. Il m'a étudié avec une intensité qui m'a rendu conscient de ma propre respiration, de l'espace que mon corps occupait, de la façon dont ma main se crispait autour de la poignée de ma valise. « Thomas Beaumont », a-t-il dit, et mon nom a sonné différemment dans sa bouche, avec cet accent français plus doux que le parisien, plus mélodieux. Il a tendu sa main. Je l'ai serrée. Sa paume était chaude, calleuse, elle a enveloppé la mienne complètement. Le contact a duré 1 seconde de plus que le nécessaire professionnellement. Quand il l'a lâché, j'ai senti l'absence comme quelque chose de physique. « Étienne », s'est-il présenté bien que je le sache déjà. « Demain à 7 heures, apporte seulement l'essentiel. Je te donnerai une liste d'équipements que tu devras louer. » Sa voix était grave, calme, mais il y avait quelque chose en dessous que je n'ai pas pu identifier. Une tension, une question non formulée. Il m'a tendu une feuille imprimée avec des spécifications techniques que j'ai à peine enregistrées, parce que j'étais trop occupé à observer ses mains. Mains grandes, fortes, avec des cicatrices argentées sur les jointures et des veines proéminentes. Mains qui savaient exactement quoi faire et comment le faire. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel avec vue sur le Mont Blanc illuminé par la lune, j'ai ouvert mon cahier Moleskine noir. Les pages étaient remplies de mains dessinées de manière obsessionnelle. Mains d'inconnus dans le métro, de serveurs servant du café, de collègues en réunions ennuyeuses. Jamais de visage, seulement des mains. C'était mon secret le mieux gardé. Cette compulsion à capturer quelque chose qui m'attirait mais que je ne m'étais jamais permis d'explorer complètement. J'ai dessiné ces mains de mémoire, les jointures, les lignes de la paume que j'avais entrevues brièvement, la façon dont ses doigts s'étaient courbés autour des miens, le graphite glissé sur le papier tandis que la réalisation me frappait lentement. Pour la première fois en 6 mois, j'avais ressenti quelque chose, du désir, de la curiosité, un tiraillement dans l'estomac qui n'était pas de la douleur mais de l'anticipation. J'ai daté le dessin comme je le faisais avec tous, et j'ai fermé le cahier rapidement, comme si quelqu'un pouvait me voir. Le lendemain matin, je suis arrivé à l'heure, avec l'équipement loué qui me allait légèrement grand et sentait d'autres corps. Étienne attendait déjà, vérifiant son sac à dos avec cette minutie qui s'est bientôt révélée être une caractéristique sienne. « En prêt » a-t-il demandé. « Non » ai-je répondu honnêtement. « Mais je suis là. » Quelque chose a brillé dans ses yeux. De l'approbation peut-être, ou de la reconnaissance. L'honnêteté est bonne en montagne. Elle te garde en vie. Nous avons commencé à marcher tandis que le soleil n'apparaissait qu'à peine au-dessus des pics enneigés. Pendant les premières heures, nous avons à peine parlé. Il allait devant, marquant le rythme, signalant occasionnellement des formations rocheuses ou expliquant des routes alternatives. Je le suivais, concentré sur mettre un pied devant l'autre, sentant mes muscles protester face à l'effort, inhabituel, mais je l'observais. J'observais la façon dont il lisait le terrain comme s'il s'agissait d'une langue qu'il était le seul à comprendre, comment ses mains touchaient les roches presque avec tendresse avant de s'assurer sur elles, comment il se déplaçait avec une confiance qui parlait d'années d'intimité avec ces montagnes. Vers 11 heures, nous nous sommes arrêtés pour nous reposer. Il m'a offert de l'eau, des noix, une barre énergétique qui avait le goût de carton mais que mon corps a reçu avec gratitude. « Pourquoi cela » a-t-il demandé soudain, regardant vers la vallée qui s'étendait en dessous de nous. « Ce n'est pas ton premier sport, on le voit. » J'aurais pu mentir. J'aurais pu inventer quelque chose sur le fait de vouloir me défier ou chercher l'aventure.
mais quelque chose dans sa façon de demander, sans jugement, simplement curieux, m'a fait dire la vérité. Je fuis, ai-je admis, un mariage, des questions, la sensation que tout ce que je croyais savoir sur moi-même était un mensonge. Il m'a regardé pendant un long moment. Les montagnes sont bonnes pour fuir, mais éventuellement tu dois descendre. Je sais, ai-je dit, mais pour l'instant, je veux juste être ici, où rien de cela n'importe. Ici, tout importe, a-t-il répondu, mais il y avait une douceur dans sa voix. Chaque pas, chaque décision, c'est ce qui le rend plus facile. Il n'y a que maintenant. Et peut-être était-ce cette conversation, ou peut-être était-ce simplement le temps passé en proximité, respirant le même air raréfié, partageant le silence confortable qui naît entre des personnes qui n'ont pas besoin de remplir chaque moment de mots. Mais quelque chose a changé entre nous pendant que nous montions. J'ai commencé à remarquer des détails. La façon dont il s'assurait que je buve suffisamment d'eau sans être évident à ce sujet. Comment il ajustait le rythme quand il me voyait lutter, le faisant sembler naturel, comme s'il avait aussi besoin de la pause. La manière dont ses yeux s'attardaient sur moi quand il pensait que je ne regardais pas, cette même intensité que j'avais vue au bureau de tourisme mais amplifiée, plus crue. Et puis la brume est arrivée, enveloppant le monde de gris et d'humidité, et Étienne a dit ces mots qui nous ont menés au refuge, à cet espace petit et chaud, où les barrières que nous avions tous les deux construites soigneusement commençaient à se fissurer. Maintenant nous étions ici, avec ma main pressée contre sa poitrine par les deux, le feu crépitant derrière nous, et la question flottant dans l'air dense, qu'est-ce que nous faisions? Sa main a glissé de la mienne à mon poignet, ses doigts l'entourant complètement. Je pouvais sentir mon pouls martelant contre son pouce. Il m'a attiré un pas plus près, éliminant le dernier espace entre nous, et la chaleur de son corps était accablante après le froid de la brume. J'ai dessiné tes mains, ai-je confessé soudain, les mots échappant avant que je ne puisse les arrêter. La nuit dernière, de mémoire, dans mon cahier où je dessine des mains d'hommes qui... Je me suis arrêté, incapable de terminer la phrase. Qui quoi? A-t-il pressé, sa voix à peine un murmure. Qui me font sentir quelque chose? Ai-je terminé? Et la vulnérabilité de cette admission m'a fait trembler. Quelque chose de féroce a traversé son visage. Sa autre main a trouvé ma taille, les doigts se pressant contre ma peau nue, avec une fermeté qui était presque douloureuse mais pas complètement. « Je t'ai vu une fois », a-t-il dit, et les mots sonnaient arrachés. « Il y a 4 ans, à Paris. Tu étais dans la 3e rangée de mon dernier concert. J'étais violoniste, avant cela. J'étais bon, trop bon. La pression me tuait. Cette nuit-là, j'ai saboté ma propre performance. J'ai joué mal exprès. Tout le monde a applaudi quand même, sauf toi. Tu m'as juste regardé avec cette expression, comme si tu comprenais exactement ce que je faisais et pourquoi. Mon esprit a tourné, essayant de traiter cette information. Un concert, Paris, 4 ans auparavant. Et puis le souvenir a surgi, flou mais présent. Olivier avait insisté pour aller à un concert de musique classique, quelque chose que je détestais. Un violoniste jeune, talentueux, mais il y avait quelque chose de désespéré dans sa façon de jouer. À la fin, il y avait des erreurs, des notes qui grinçaient, et tout le monde avait applaudi sauf moi parce que j'avais vu son visage et compris que c'était intentionnel. Un cri silencieux d'aide que personne d'autre n'avait entendu. « C'était toi », ai-je murmuré, l'émerveillement colorant ma voix. « Je n'ai jamais oublié ton visage », a-t-il continué. « Et quand tu es entré dans ce bureau il y a 2 jours, j'ai senti comme si l'univers essayait de me dire quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose. La main sur ma taille m'a attiré encore plus près et maintenant nos corps étaient pressés l'un contre l'autre, peau contre peau, chaleur contre chaleur. Je pouvais sentir chaque respiration de la sienne, chaque battement de son cœur, chaque muscle tendu avec une retenue qui semblait sur le point de se briser. « Thomas », a-t-il dit mon nom encore une fois et cette fois c'était définitivement une supplication. Il n'y a pas eu de décision consciente. Mon corps s'est simplement déplacé, fermant le dernier millimètre de distance entre nous, et puis ses lèvres étaient sur les miennes et tout le reste a disparu. La brume continuait à entourer le refuge quand nous nous sommes finalement séparés, tous les deux essoufflés, avec les fronts appuyés l'un contre l'autre. Le baiser avait été affamé, désespéré, comme si nous nous étions tous les deux noyés et trouvions enfin de l'air. Ses mains avaient parcouru mon dos avec une urgence qui m'avait fait trembler, et les miennes s'étaient emmêlées dans ses cheveux, les libérant du chignon, jusqu'à ce qu'ils tombent en vagues cuivrées sur ses épaules. « Je ne fais pas ça », ai-je dit, ma voix à peine reconnaissable. « Je ne suis pas de ceux qui... » « Moi non plus, » a-t-il interrompu, son pouce traçant le contour de ma mâchoire. « Ça fait 3 ans que je suis ici.
3 ans sans laisser personne s'approcher. Et puis tu apparais. Le feu crépitait derrière nous, projetant des ombres dansantes sur les murs de bois. Dehors, la brume s'était transformée en une pluie douce qui frappait le toit avec un rythme hypnotique. Nous étions piégés ici, au moins jusqu'à ce que le temps s'améliore, suspendus dans ce moment qui se sentait volé au temps réel. Il m'a guidé vers le lit de camp, ce matelas fin couvert d'une couverture rêche qui sentait l'humidité et la montagne. Nous nous sommes assis côte à côte, ses doigts entrelacés avec les miens, et pendant un moment, nous avons simplement existé dans ce silence chargé d'électricité. « Raconte-moi », a-t-il dit finalement, « sur le mariage, sur pourquoi tu fuis. » J'ai respiré profondément, sentant le poids de 6 mois de silence pressant contre ma poitrine. Olivier, 7 ans ensemble. Je croyais savoir tout sur lui, sur nous. Nous avons rompu il y a 6 mois parce qu'il disait qu'il avait besoin de se trouver. J'ai pensé qu'il reviendrait, que c'était juste une phase, une panique existentielle. J'ai attendu comme un idiot pendant des mois, refusant des rendez-vous, m'accrochant à l'espoir que ce que nous avions était réel. Étienne a serré ma main, un geste simple qui m'a donné le courage de continuer. Il y a 3 jours, j'ai reçu l'invitation. Il se marie avec une femme, Céline. L'invitation disait qu'ils avaient trouvé leur vrai chemin, comme si les 7 ans avec moi avaient été une erreur, un détour, comme si j'avais été juste une expérimentation, une phase qu'ils pouvaient maintenant écarter commodément. C'est de la cruauté, a murmuré Étienne, et il y avait une colère contenue dans sa voix qui m'a surpris. Le pire, c'est que ça me fait tout questionner. Ai-je admis, sentant les mots se déchirer d'un endroit profond? Est-ce que c'était réel un jour? Les « je t'aime » qu'il murmurait dans l'obscurité? Les promesses d'avenir? Ou étais-je toujours amoureux de quelqu'un qui n'a jamais vraiment existé? Et s'il a pu feindre pendant si longtemps, comment savoir que je ne feignais pas aussi? Comment savoir ce qui est réel et ce qui n'est que ce que je croyais devoir sentir? Je me suis tourné pour le regarder directement. Et puis je t'ai embrassé il y a quelques minutes et c'était plus réel que n'importe quoi que j'ai ressenti en années. Et ça me terrifie parce que je te connais à peine, parce que je suis brisé, parce que je ne fais pas confiance à mon propre jugement sur ce que je ressens ou non. Étienne m'a étudié avec cette intensité caractéristique, comme s'il pouvait voir directement à travers toutes mes couches de protection, jusqu'à atteindre quelque chose d'essentiel que je ne connaissais même pas complètement moi-même. « Tu veux savoir pourquoi j'ai quitté le violon ?» a-t-il demandé soudain. J'ai hoché la tête, reconnaissant pour le changement de direction bien que je ne sois pas complètement sûr de vers où cela nous menait. Mon père était menuisier ici à Chamonix. Il faisait des meubles beaux, fonctionnels, honnêtes, mais il voulait quelque chose de différent pour moi, quelque chose de plus. Il m'a mis un violon dans les mains quand j'avais 5 ans, et il s'est avéré que j'avais du talent. Du vrai talent, pas seulement la capacité de jouer bien, mais quelque chose de plus profond. Les maîtres disaient que j'étais spécial, que j'avais un avenir dans les grandes orchestras européennes. Il s'est levé, agité, et a marché vers la fenêtre, regardant vers la brume qui cachait tout. Je suis resté sur le lit de camp, l'observant, mémorisant chaque ligne de son dos nu. À 17 ans, je me suis installé à Paris pour étudier au conservatoire. J'étais bon, très bon. À 22 ans, je jouais déjà en soliste occasionnel. La critique m'adorait. Les opportunités se multipliaient. Mais chaque jour, je me sentais plus vide, plus comme si je vivais la vie que mon père avait rêvée pour moi au lieu de la mienne. Il s'est tourné pour me regarder, et il y avait une vulnérabilité dans ses yeux que je n'avais pas vue auparavant. Mon père est mort quand j'avais 24 ans. Attaque cardiaque, soudaine, sans avertissement. Ses derniers mots pour moi ont été « Je suis si fier de toi ». Et je savais que si je lui avais dit la vérité, que je détestais chaque minute sur cette scène, que la musique était devenue une prison au lieu d'une libération, cela l'aurait brisé. Étienne, ai-je commencé, mais il a levé une main. Laisse-moi finir. Cette nuit où tu m'as vu, le concert que j'ai saboté, c'était 6 mois après sa mort. Je n'avais plus à feindre pour lui, mais j'avais construit toute une vie, une réputation, des attentes. Tout le monde s'attendait à ce que je continue à monter, et moi je voulais juste disparaître. Alors j'ai joué mal. Pas si mal que ce soit évident pour la plupart, mais assez. Je pensais que si je n'étais pas parfait, si je montrais des fissures, enfin on me laisserait partir. Il est revenu au lit de camp, s'asseyant plus près cette fois, sa cuisse pressée contre la mienne. Mais tout le monde a applaudi quand même. Ils ont dit que c'était une interprétation courageuse, expérimentale. Sauf toi, tu m'as regardé comme si tu voyais exactement ce que je faisais. Comme si tu comprenais le type de désespoir qui te fait t'auto-saboter juste pour échapper. Et ce regard est resté avec moi. Pendant des années, il m'a poursuivi de retour à Chamonix quand j'ai finalement renoncé à tout,
et que je suis revenu ici pour devenir guide de montagne comme mon grand-père avant mon père. Et es-tu heureux? Ai-je demandé à voix basse. Il a considéré la question sérieusement. Je suis honnête. Les montagnes ne mentent pas. Elles n'ont pas d'attente. Si tu commets une erreur, tu tombes. Mais ce n'est pas personnel. C'est de la physique pure. Il y a quelque chose de libérateur là-dedans. Mais il y a 3 jours, j'ai reçu un appel de l'orchestre de Lyon. Ils ont besoin d'un second violon. Quelqu'un leur a passé mon nom. Ils m'offrent un poste permanent, bon salaire, opportunité de croissance. J'ai 1 semaine pour décider. Et je ne sais pas quoi faire parce que pendant 3 ans, j'ai construit cette vie où je n'ai pas à penser à cette partie de moi. Et maintenant, ils me demandent de choisir à nouveau. L'ironie m'a frappé comme une vague froide. Tous les deux fuyant des décisions, tous les deux questionnant qui nous étions vraiment, tous les deux piégés dans ce refuge où le monde extérieur ne pouvait pas nous atteindre. « Manques-tu de jouer » ai-je demandé. Ses doigts ont trouvé le collier de cuir autour de son cou, ce mousqueton en argent que j'avais remarqué le premier jour. Chaque jour. Mais je me souviens aussi de ce que ça faisait d'être sur cette scène, la pression écrasante, la sensation de ne jamais être assez peu importe à quel point je jouais bien. Je ne sais pas si je manque la musique ou si je manque qui j'étais avant qu'elle ne devienne travail, obligation. J'ai pris sa main libre, entremêlant nos doigts. Olivier disait que j'étais trop sûr de moi, que mon problème était que je savais toujours exactement ce que je voulais et comment l'obtenir. Architecture, design, chaque ligne parfaitement planifiée. Et maintenant je réalise que peut-être cette sécurité n'était qu'une autre forme de contrôle, de ne pas avoir à affronter la possibilité que je n'avais aucune idée de qui j'étais vraiment quand je n'étais pas caché derrière mes plans et mes designs parfaits. « Tes dessins » a-t-il dit soudain. « Ceux des mains. Puis-je les voir ?» Mon premier instinct a été de refuser. Ce cahier était mon secret le plus privé, la seule partie de moi que je n'avais jamais partagée avec personne, pas même avec Olivier en 7 ans. Mais quelque chose dans la façon dont Étienne me regardait, sans jugement, seulement avec une curiosité sincère, m'a fait hocher la tête. Je me suis levé et ai fouillé dans mon sac à dos jusqu'à trouver le Moleskine noir. Je l'ai tenu un moment avant de le lui donner, sentant comme si je lui donnais accès à une partie de mon âme que je ne comprenais pas complètement moi-même. Il l'a ouvert avec soin, tournant les pages lentement. J'ai observé son visage pendant qu'il regardait des centaines de mains dessinées de manière obsessionnelle, maintenant des tasses de café, gesticulant pendant des conversations, reposant sur des cuisses pendant des voyages en métro, chacune datée, cataloguée, préservée. « Ils sont beaux », a-t-il dit finalement, et il y avait de l'émerveillement dans sa voix. « Pourquoi seulement des mains ?»« Je ne sais pas, ai-je admis. J'ai commencé il y a des années. Les mains me semblent honnêtes d'une façon que les visages ne le sont pas. Les visages mentent, sourient quand ils ne sentent pas de joie, froncent les sourcils par obligation. Mais les mains racontent la vérité. La façon dont quelqu'un tient quelque chose, comment ses doigts se tendent quand il est nerveux, la douceur d'un geste d'affection. C'est comme si je pouvais lire les gens à travers leurs mains. Il est arrivé aux dernières pages, où étaient ses propres mains dessinées la nuit précédente. Il a tracé le graphite avec un doigt, suivant les lignes que j'avais créées de mémoire. « Tu me vois », a-t-il dit à voix basse. Et ce n'était pas une question, mais une affirmation. « Tu me vois vraiment ?»« Oui », ai-je répondu, parce qu'il n'y avait pas d'autre réponse possible. Il a fermé le cahier et l'a placé soigneusement de côté avant de se tourner complètement vers moi. Ses mains ont encadré mon visage, les pouces caressant mes pommettes, et la tendresse du geste contrastait complètement avec l'intensité de son regard. « Sais-tu ce que je vois quand je te regarde ?» a-t-il demandé. J'ai secoué la tête, incapable de parler. Je vois quelqu'un qui a tellement peur de sentir qu'il se cache derrière l'analyse et le contrôle. Quelqu'un qui dessine des mains étrangères parce que c'est plus sûr que de dessiner ses propres émotions. Quelqu'un qui est venu à la montagne, en espérant que la douleur physique noirait l'émotionnel, mais qui a trouvé quelque chose qu'il ne cherchait pas. « Et qu'ai-je trouvé » ai-je murmuré. « Moi » a-t-il répondu simplement. « Et je t'ai trouvé. Et peut-être que cela ne résout pas nos problèmes. Peut-être que dans 3 jours nous descendrons de cette montagne et reviendrons à nos vies brisées et nos décisions impossibles. Mais ici, maintenant, ceci est réel. Ce que je ressens quand je te touche est réel. La façon dont mon cœur s'accélère quand tu me regardes est réelle. Et peut-être que c'est suffisant pour maintenant. » Il m'a embrassé à nouveau, mais cette fois c'était différent. Plus lent, plus délibéré, comme s'il mémorisait le goût de mes lèvres, la texture de ma langue contre la sienne, le son du soupir qui s'est échappé de ma gorge quand ses mains ont glissé sur mon dos. Nous nous sommes allongés sur le lit de camp étroit,
corps entrelacés, partageant la chaleur tandis que le feu crépitait et que la pluie continuait à tomber dehors. Ses doigts traçaient des motifs abstraits sur ma peau, dessinant des constellations invisibles qui me faisaient frissonner. « Raconte-moi quelque chose que tu n'as jamais dit à personne », a-t-il demandé, son souffle chaud contre mon cou. J'ai pensé un moment, plongeant dans les recoins de mon esprit où je gardais les vérités inconvenantes. Parfois, pendant la dernière année avec Olivier, je me réveillais au milieu de la nuit et l'observais dormir, et je sentais rien, juste du vide. Mais j'avais peur de l'admettre parce que cela signifierait que j'avais gaspillé 7 ans dans quelque chose qui était déjà mort. Alors j'ai faim, pendant des mois, peut-être plus d'1 an. J'ai faim que je sentais encore ce que j'avais senti au début, parce que l'alternative était d'admettre que j'avais perdu cela et que je ne savais pas comment le récupérer. Étienne m'a serré plus fort, comme s'il pouvait me protéger rétroactivement de cette douleur. « À ton tour », ai-je dit. Il a hésité, et j'ai pu sentir la tension dans ses muscles tandis qu'il luttait avec quelque chose d'interne. La nuit après l'enterrement de mon père, je suis monté seul à la montagne, sans équipement approprié, sans dire à personne où j'allais. Ce n'était pas un accident, c'était un test, pour voir si cela m'importait assez pour descendre. Je me suis assis au bord d'une falaise pendant des heures, avec les pieds pendant dans le vide, et j'ai attendu de sentir la peur. Mais je ne sentais que du soulagement face à la possibilité que tout se termine. Mon cœur s'est contracté douloureusement. Qu'est-ce qui t'a fait descendre? Chaloub. Le soleil s'est levé et la lumière dorée a illuminé toute la chaîne de montagnes. Et c'était si foutrement beau que j'ai pleuré. Et je me suis rendu compte que si je pouvais sentir cette beauté, je pouvais encore sentir d'autres choses. Alors j'ai descendu. J'ai quitté le violon 1 mois après et je suis devenu guide. Parce que ces montagnes m'avaient sauvé et je voulais aider les autres à trouver ce que j'avais trouvé ici. Et qu'as-tu trouvé? De la perspective, de l'honnêteté, la compréhension que nous pouvons construire des vies que nous ne voulons pas justes parce que les autres s'attendent à ce que nous les vivions, et le courage de choisir différemment, même quand ce choix déçoit tout le monde. Nous sommes restés en silence pendant un long moment, digérant les confessions de l'autre. Dehors, la pluie avait cessé mais la brume persistait, nous enveloppant dans notre cocon privé du monde. « Thomas ?» a-t-il dit éventuellement, sa voix teintée de quelque chose qui sonnait dangereusement proche de l'espoir. « Quand nous descendrons d'ici, quand ces 3 jours se termineront, qu'est-ce qui se passe alors ?» C'était la question que nous avions tous les deux évitée, la réalité attendant au-delà de la brume, au-delà de ce moment suspendu dans le temps. « Je ne sais pas, ai-je admis. J'habite à Paris. Tu vis ici. J'ai un travail qui me consume 80 heures par semaine dans un studio d'architecture où chaque design est une bataille. Tu as une décision à prendre sur le retour à la musique. Et moi, j'ai à découvrir qui je suis quand je ne suis pas celui qu'Olivier avait besoin que je sois. » Ce n'est pas une réponse, a-t-il pressé, mais il y avait plus de tristesse que d'accusation dans son ton. Je sais, je me suis tourné pour le regarder directement. Mais c'est la seule honnêteté que je peux t'offrir maintenant. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est réel ou si nous sommes tous les deux si désespérés de sentir quelque chose que nous confondons connexion avec circonstance. La seule chose que je sais, c'est que quand tu me touches, je me sens plus vivant qu'en années. Et cela doit signifier quelque chose, même si je ne sais pas exactement quoi. Il a hoché la tête lentement, et j'ai vu la compréhension dans ses yeux. Nous étions tous les deux brisés de façon différente, tous les deux cherchant des réponses qui existaient à peut-être pas, tous les deux essayant de déchiffrer si ce que nous sentions était guérison ou juste une autre façon d'échapper. « Alors prenons-le jour par jour », a-t-il proposé finalement. « Nous avons 3 jours dans cette montagne, 3 jours où le reste du monde ne peut pas nous atteindre. Utilisons-les. Soyons honnêtes. Sentons ce que nous sentons sans l'analyser à mort. Et quand nous descendrons, eh bien nous verrons. » C'était tentant, dangereusement tentant, parce que je pouvais déjà sentir les racines de quelque chose s'enracinant dans ma poitrine, quelque chose qui ferait mal d'arracher quand le moment inévitable de dire au revoir arriverait. Mais regardant ses yeux bleus glaciés, sentant la chaleur de son corps contre le mien, écoutant le rythme constant de son cœur sous ma paume, je me suis rendu compte que la douleur éventuelle valait la peine pour cela, pour ce moment de connexion genuine, dans un monde qui s'était senti insupportablement faux pendant trop longtemps. Jour par jour, ai-je accepté, et j'ai scellé l'accord avec un baiser qui avait le goût de promesse que peut-être aucun de nous ne pourrions tenir, mais qui à ce moment se sentait aussi réel que la montagne solide sous nous. Le feu se consumait lentement, les braises brillantes en orange et rouge. Étienne s'est levé pour ajouter plus de bois, et j'ai observé comment il se déplaçait, mémorisant chaque muscle, chaque geste,
le stockant pour quand cela ne serait plus qu'un souvenir. Quand il est revenu au lit de camp, il m'a attiré contre sa poitrine et nous sommes restés ainsi, écoutant la symphonie de la nuit de montagne. Sa respiration s'est éventuellement ralentie, tombant dans le rythme du sommeil, mais je suis resté éveillé pendant des heures, traçant les lignes de sa main avec mes doigts, me demandant comment quelque chose qui se sentait si correct pouvait être rempli de tant de complications. Et dans le calme de cette nuit, dans ce refuge enveloppé de brume, j'ai permis pour la première fois en 6 mois que l'espoir prenne racine, petit et fragile, mais indéniablement présent. La seconde journée a commencé avec un ciel clair et un soleil qui transformait les sommets enneigés en miroirs aveuglants. La brume de la nuit précédente s'était dissipée comme un mauvais rêve, laissant derrière elle une montagne impitoyable et magnifique. Étienne marchait devant moi, son pas plus assuré que la veille, mais il y avait une tension nouvelle dans ses épaules, comme s'il portait le poids de nos confessions nocturnes. Nous avions à peine parlé depuis le réveil. Le petit déjeuner avait consisté en des flocons d'avoine réhydratés et du café instantané préparé sur le poêle, mangé en silence face à la vue spectaculaire qui s'offrait à nous depuis la fenêtre du refuge. Ses yeux avaient évité les miens, non par regret, mais par une retenue qui contrastait avec l'intimité de la nuit. Je comprenais. Les montagnes avaient cette façon de forcer la clarté. Au lever du jour, les ombres de la passion cédaient la place à la réalité du sentier à parcourir. Aujourd'hui, nous traversons le col de la Glière, a-t-il annoncé alors que nous rangions nos sacs. C'est technique, des passages exposés, du dévers. Tu resteras attaché à moi la plupart du temps. Sa voix était professionnelle, détachée, comme s'il s'adressait à n'importe quel client. Mais quand il a ajusté la sangle de mon baudrier, ses doigts ont effleuré ma taille un peu plus longtemps que nécessaire, et j'ai senti l'étincelle familière. Le col était à 2 heures de montée raide. Les premières heures se sont déroulées sans incident, le rythme soutenu nous empêchant de trop penser. Mais plus nous montions, plus le terrain se faisait hostile, rochers instables, névé glissant sous nos crampons, et un vent qui sifflait comme un avertissement constant. Étienne s'arrêtait régulièrement pour vérifier les ancrages, expliquant calmement chaque manœuvre comme s'il enseignait à un novice, ce que j'étais. Pourtant, sous cette façade d'instructeur, je percevais les fissures, la façon dont il serrait la corde plus fort quand il me tirait vers le haut, comme s'il craignait que je glisse non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. La nuit précédente nous avait changés, nous liant dans une vulnérabilité partagée, mais le jour imposait des distances. Guide et client, homme de la montagne et citadin perdu. Vers midi, nous avons atteint un replat pour une pause. Le panorama était à couper le souffle. La chaîne du Mont Blanc s'étendait à perte de vue, pic acéré contre un ciel d'azur impitoyable. Étienne a sorti son thermos de thé, en versant une tasse dans mes mains tremblantes de fatigue. « Tu tiens le coup », a-t-il dit, s'asseyant à côté de moi sur un rocher plat. Nos cuisses se touchaient, un contact innocent qui envoyait des frissons le long de ma colonne. À peine, ai-je admis, avalant le thé chaud qui réchauffait ma gorge sèche. Hier soir, ce n'était pas juste la montagne, n'est-ce pas? Il a regardé l'horizon, évitant mon regard. Non, ce n'était pas juste la montagne. Sa voix était basse, chargée d'une émotion qu'il peinait à contenir. Le silence s'est installé, lourd de non-dits. Je pouvais sentir son odeur, sueur, pain, et cette note musquée qui était uniquement la sienne. Se mêlant au vent alpin, mes doigts ont effleuré les siens, un geste hésitant, et il n'a pas reculé. Au contraire, il a tourné la paume vers le haut, entremêlant nos doigts dans un geste simple mais intime. J'ai pensé à Lyon toute la nuit, a-t-il confessé enfin, à ce que cela signifierait de retourner là-bas, les orchestres, les critiques, la pression, et puis je t'ai regardé dormir, et j'ai réalisé que je ne veux pas de cette vie si elle signifie te laisser derrière. Mon cœur s'est serré. Tu me connais à peine, Étienne. Et si c'était juste l'isolement, la brume nous piégeant ensemble? Il a secoué la tête, ses yeux bleus glaciers enfin rencontrant les miens. Non, c'est plus que ça. Depuis que je t'ai vu au bureau de tourisme, il y a eu quelque chose. Et hier, dans le refuge, cela a explosé. Tu me vois, Thomas. Pas le guide, pas l'ancien violoniste. Moi. J'ai pressé sa main, sentant la callosité de ses paumes contre ma peau. Et toi, tu me vois? Pas l'architecte parisien brisé. Juste, moi. Le baiser qui a suivi était différent de celui de la nuit. Plus doux, plus désespéré, comme si nous scellions un pacte contre le monde extérieur. Ses lèvres étaient chaudes contre les miennes, sa barbe naissante râpant légèrement ma peau. Quand nous nous sommes séparés, essoufflés, il a murmuré «
Nous trouverons une façon. La seconde moitié de la journée a été plus ardue. Le col de la Glière était un labyrinthe de rochers et de névés, avec des passages où un faux pas signifierait la chute. Étienne me guidait avec une patience infinie, sa voix calme me rassurant à chaque pas. Appuie-toi sur la gauche, main droite sur la prise. Respire. Mais il y avait des moments où la peur prenait le dessus. À mi-chemin d'un ressaut exposé, ma chaussure a glissé sur une plaque de glace et j'ai senti la corde se tendre brutalement. Mon cœur a manqué un battement, le vide béant sous moi me rappelant ma mortalité. « Je te tiens » a dit Étienne d'une voix ferme, tirant d'un coup sec pour me stabiliser. Son visage était tendu, des gouttes de sueur perlant sur son front malgré le froid. Toujours, quand nous avons enfin franchi le col, le soleil déclinait déjà, peignant le ciel en orangé et violet. Le refuge du soir était plus grand que le précédent. Une cabane en pierre, avec des couchettes superposées, un poêle à bois, et même une petite table. Nous n'étions pas seuls. 2 autres randonneurs, un couple allemand, étaient arrivés avant nous. L'atmosphère était différente ce soir-là. Les Allemands parlaient entre eux à voix basse, partageant du fromage et du pain sec. Étienne et moi avons préparé le dîner en silence, nos regards se croisant occasionnellement, chargés de secrets. Quand les autres se sont retirés dans leur couchette, nous nous sommes assis près du poêle, enveloppés dans une couverture partagée. « Raconte-moi Paris » a-t-il demandé, sa tête reposant sur mon épaule. J'ai souri dans l'obscurité. Paris est chaotique, bruyant, des rues étroites remplies de gens pressés, des cafés où l'on discute philosophie pendant des heures, des musées qui te font te sentir minuscule. Mon appartement est petit, minimaliste, avec une vue sur un mur de briques. Mais c'est chez moi. Et Olivier? Comment était-ce avec lui? Sa voix était prudente, comme s'il craignait de rouvrir une plaie. J'ai hésité, puis j'ai laissé les mots sortir. Au début, c'était magique. Des promenades le long de la Seine au crépuscule, des dîners aux chandelles dans des bistrots cachés. Il était charismatique, ambitieux, architecte comme moi, mais plus extraverti. Nous avions des projets, voyager, peut-être adopter un chien. Mais au fil des ans, cela s'est usé. Les disputes sur l'argent, le travail, le temps, et puis, il a changé. Ou peut-être que je l'ai vu tel qu'il était vraiment. Étienne a serré ma main. Et maintenant, je veux quelque chose de vrai. Pas parfait, mais honnête. Comme ce que nous avons ici. La nuit s'est étirée, nos conversations passant de souvenirs à rêves. Il m'a parlé de son enfance à Chamonix, des hivers enneigés, où il apprenait à skier avant de savoir marcher, des étés escaladant les faces nord avec son grand-père. J'ai partagé mes dessins, lui montrant d'autres pages de mon cahier, et il a tracé les lignes avec émerveillement. Quand le sommeil nous a enfin gagnés, nous nous sommes blottis l'un contre l'autre sur la couchette du bas, ignorant les ronflements des Allemands au-dessus. Son bras autour de ma taille était un ancrage, me rappelant que, pour l'instant, nous étions ensemble. Le 3e jour, le dernier, nous avons quitté le refuge aux premières lueurs. Le ciel était clair, mais un vent froid annonçait l'hiver approchant. L'itinéraire du jour était une descente progressive vers la vallée, avec des sections de via ferrata pour pimenter les choses. Étienne semblait plus léger ce matin-là, comme si nos confessions avaient allégé son fardeau. « J'ai décidé pour Lyon », a-t-il dit alors que nous progressions sur un sentier étroit bordé de précipices. « Je vais y aller. Pas pour la musique, pas pour la gloire, mais pour voir si je peux intégrer les 2 vies, la montagne et la ville. Et toi, tu viendras me voir ?» Mon cœur a bondi. « Oui, et tu viendras à Paris. Nous ferons en sorte que ça marche. » La via ferrata était exaltante. Chaîne métallique fixée dans la roche, pont suspendu au-dessus de gouffres vertigineux. Étienne me précédait, me guidant à travers chaque obstacle avec des encouragements murmurés. À un moment, sur un petit promontoire, il s'est retourné et m'a embrassé rapidement, le vent fouettant nos cheveux. « Pour la chance », a-t-il dit avec un sourire espiègle. La descente s'est poursuivie sans incident majeur, bien que mes muscles hurlent de fatigue accumulée. Vers l'après-midi, les arbres ont réapparu, puis les premiers chalets, signe que la civilisation approchait. Chamonix se profilait au loin, avec ses toits rouges et ses télécabines. Quand nous avons atteint le bureau de tourisme, le soleil se couchait, baignant la vallée d'une lumière dorée. La femme qui m'avait accueilli 3 jours plus tôt était là, souriant en nous voyant. « Tout s'est bien passé ?» a-t-elle demandé. Étienne a hoché la tête. « Parfaitement. » Son regard vers moi était chargé de promesses. Dans ma chambre d'hôtel ce soir-là, j'ai ouvert mon cahier pour la dernière fois de ce voyage. J'ai dessiné ses mains tenant la corde, fortes et assurées, symbole de tout ce que nous avions partagé. Et pour la première fois,
J'ai ajouté un visage, le sien, avec ses yeux intenses et son sourire timide. 2 semaines plus tard, de retour à Paris, l'invitation de mariage d'Olivier est arrivée. Je l'ai lue une fois, puis je l'ai déchirée, la jetant dans la poubelle sans regret. Au lieu de cela, j'ai réservé un billet pour Lyon. Étienne m'attendait à la gare, son violon sous le bras, prêt à recommencer. Notre histoire ne s'est pas terminée dans les montagnes. Elle a commencé là-bas, mais elle continue, un pas à la fois, entre pics enneigés et rues parisiennes, entre passé brisé et avenir incertain. Parce que parfois, le vrai chemin n'est pas droit, mais il mène quelque part de beau. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires romantiques. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et quelle ville vous regardez depuis. Notez de 0 à 10 et partagez ce qui vous a touché le plus.